Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans la courte histoire de ce podcast, il y a quelques épisodes un peu spéciaux qui n'ont pas été enregistrés en studio, mais directement chez l'invité. C'est ainsi que dans la saison 1, nous nous sommes retrouvés dans le salon d'Alexis Michalik pour parler théâtre. L'épisode que vous allez suivre a été enregistré dans l'atelier d'une artiste aux multiples talents que nous sommes absolument ravis de compter parmi nos hôtes. Avec 3 hommes et un couffin, ses remakes et ses suites, Romuald et Juliette, La Crise, La Belle Verte, Chaos, Saint-Jacques-Lamec, ses documentaires et ses pièces de théâtre, l'invité de cet épisode fait partie du patrimoine culturel de plusieurs générations. Réalisatrice, scénariste, comédienne, écrivaine, musicienne et même trapéziste, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir Colline Serrault. Avec elle, nous abordons ses débuts, son expérience de scénariste, ses films, ses spectacles, ses œuvres à venir, et à travers tout cela, sa manière de voir et de raconter la société. Alors, comment démarre-t-on une si grande carrière ? Faut-il avoir l'oreille musicale pour faire de la comédie ? Comment écrit-on un film culte ? Y a-t-il un risque à être écolo et féministe avant l'heure ? Et peut-on changer la société à travers la fiction ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno. Générique ! Colline, bonjour. Pour commencer, nous avons une question récurrente dans ce podcast qui est « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?» Une bonne histoire, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, vous relie à un mythe. Si la bonne histoire n'est que le présent ou votre histoire à vous, elle n'atteint pas le mythe. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était quand même d'essayer d'attraper, de deviner, de voir, de comprendre quels sont les mouvements de la société. Mais c'est pas forcément ça qui fait une bonne histoire. Ça peut faire un bon historien, ça peut faire un bon philosophe, mais si l'histoire n'est pas reliée à un des grands mythes humains qu'on peut rencontrer dans toutes les grandes littératures qui sont les contes populaires, la Bible, toutes les mythologies diverses et variées, je pense que c'est important de se relier à ça. On a vu votre spectacle, qui est un peu l'occasion de notre rencontre. Vous allez bientôt le jouer sur scène. C'est un seul en scène nommé La Belle Histoire de Colline Serrault, dans lequel vous revenez sur votre enfance, votre carrière, vos œuvres, le théâtre, la musique, le cirque et bien d'autres choses. On va pas tout dévoiler sur ce spectacle qu'il faudra aller voir, mais comme nous avons l'habitude de demander à nos invités comment ils ont commencé à écrire, est-ce que vous pourriez nous parler de Globo ? Ben, c'est-à-dire qu'on était fauchés, nous, on était pas mal fauchés et j'avais pas d'argent de poche et les copines, elles en avaient. Et j'adorais les globos. Les globos, ben, à votre génération, vous savez pas ce que c'est, mais c'est des grands chewing-gums carrés quand on pouvait faire des énormes bulles avec et voilà. Et puis il y avait aussi les roudoudous, il y avait plein de bonbons super chouettes, quoi, les trucs caramel, là, les carambars. Et moi, j'aimais ça, quoi, comme tous les mots. Mais donc, comme j'avais pas d'argent de poche et que j'avais une copine qui était très, très accro sur l'Égypte, l'histoire de l'Égypte, et puis qui était amoureuse du prof de français, je me suis dit, tiens, je sens que je vais pouvoir peut-être lui proposer un marché. Donc, je lui ai dit, je t'écris un feuilleton sur tes 2 trucs que t'aimes. Et, ouais, elle m'a dit, ouais, formidable. Et je lui ai dit, mais c'est 20 centimes la page. Et comme ça, j'ai commencé à écrire, voilà. Et c'était facile. Mais j'avais déjà commencé à écrire avant, hein. J'écrivais depuis que je sais écrire, j'écris. Mais c'était votre premier travail rémunéré. Ouais, c'était rémunéré, oui. Voilà. J'avais très tôt la conscience qu'il fallait se faire rémunérer quand on écrivait une bonne histoire. Elle n'était pas toujours bonne, hein, l'histoire que je lui écrivais, mais quand même, c'était un travail. Et dans votre spectacle, vous dites que quand vous aviez pas d'idée, vous écriviez plus gros. Oui. C'est là aussi que j'ai commencé à apprendre la théorie des cliffhangers. C'est-à-dire que écrire petit ou gros, peu importe, mais quand j'arrête, il faut qu'on ait envie de connaître la suite, quoi. Et donc, j'ai commencé à apprendre ce que c'était que de tenir en haleine un public, un lecteur. Mais je le faisais déjà comme gosse, parce que j'étais très, très jeune. J'ai m'occupé dans l'école de Beauvallon où j'ai été élevée. Quelquefois, je m'occupais du dortoir des petits et je leur racontais des contes. Et d'une seconde à l'autre, il y avait le silence dans le truc jusqu'à ce que j'ai fini mon histoire. Mais c'était des contes que vous écriviez, vous ? Non, je les écrivais pas, là, je les improvisais. Vous commencez en disant, il était une fois un petit garçon et une petite fille, les parents très pauvres, ils sont partis dans les bois et là, vous pouvez partir sur n'importe quoi. Comme j'en avais quand même entendu et lu pas mal, je mélangeais toutes les... Des petits mix. Oui. Je pense que j'aimais ça et j'avais une manière de parler qui faisait que on m'écoutait, quoi. Mais sans autorité, que par la force du récit. Vous avez des parents artistes ? Oui. On dirait même que vous êtes une enfant de la balle parce que vous avez fait du cirque. Enfin, ils étaient pas dans le cirque. Non, mais comment vous passez de... Alors, dans le spectacle, il y a un très beau numéro de trapèze dont on parlait tout à l'heure. Comment vous passez du cirque au fait d'écrire professionnellement ? C'est plutôt l'inverse. Bon, mon père était un metteur en scène très d'avant-garde, hein. Il a monté Beckett, Ionesco, Rabal, Brecht.
C'était 2 intellectuels très pointus, mais mon père était aussi un acteur et un metteur en scène et il dansait tous les jours comme acteur et quand j'ai voulu moi devenir actrice, il m'a dit d'abord que c'était un métier pourri, que c'était pas la peine de le faire, bon il était très contre mais aussi il m'a surtout dit si tu veux faire ça, il faut que tu aies un corps en ordre de marche vraiment bien et donc je me suis inscrite à la Rue Blanche, donc j'ai fait la Rue Blanche, l'école de théâtre d'État et en haut de la Rue Blanche, il y avait les studios de danse où lui y allait. Donc avec lui, c'est à peu près les seuls moments de ma vie où je l'ai vu un peu. Et on dansait à l'heure du déjeuner, de la danse moderne. Et puis j'ai commencé l'acrobatie là aussi. Et puis quand l'académie Fratellini, enfin l'école Fratellini au départ s'est ouverte, à l'ouverture j'y suis allée. Mais pour moi c'était d'abord parce que mon père avait cette exigence-là. Enfin il pensait qu'un acteur devait être un athlète. Et heureusement qu'il a pensé ça pour moi parce que c'est vraiment un métier d'athlète quoi. Enfin tel que je l'ai pratiqué en tout cas, si j'avais pas eu un entraînement physique extrêmement fort, je tenais pas le coup, quoi. Et quand je suis rentrée à l'école du ciel, tout de suite, parce que à cause de d'avoir été tellement dans les arbres et dans cette nature très très puissante, dans la Drôme, dans laquelle on était totalement libre, j'ai tout de suite été à l'aise, quoi, dans les matières acrobatiques et surtout le trapèze. Et qu'est-ce qui vous mène à l'écriture alors après ? L'écriture, j'écrivais déjà avant. Enfin, le trapèze, j'ai dû commencer d'y aller, je sais pas, vers 20 ans ou un truc comme ça, mais j'ai dansé avant. Et l'écriture, j'ai commencé dès que j'ai su écrire, à 7-8 ans. Mes feuilletons, c'était encore plus tôt, je veux dire. Et puis, j'avais déjà commencé, quand je faisais du trapèze, déjà à écrire des premiers scénarios. C'est un continuum. Oui, c'est le même métier. C'est une différente façon de raconter des histoires, Exactement. de s'exprimer. De s'exprimer. Et puis, c'est marrant parce que dans le monde anglo-saxon, ça paraît parfaitement naturel. Un acteur doit être un athlète. C'est pas forcément que j'aime ce que fait Broadway, mais en tout cas, ils ont des compétences formidables. Ça rejoint la culture grecque. Vous étiez un beau corps dans un esprit sain. Enfin, man sana in corpore sano. Il y a une espèce de différenciation après entre le corps et l'esprit. Je suis une intellectuelle. Je veux dire, on peut pas être plus intellectuel que moi, mais en même temps, je suis une athlète aussi. Oui, j'étais obligée. Ça veut pas dire qu'on est con, quoi, quand on est. Et alors après, j'ai lu que vous aviez rencontré Romain Bouteille et Coluche, et que vous aviez coécrit le premier spectacle de Coluche qui s'appelait Thérèse est triste. Comment s'est fait cette rencontre ? C'était très tôt aussi que j'ai commencé à jouer dans la troupe de mon frère. On a fait des tournées. Là, j'ai rencontré un type qui était aussi dans cette troupe qui s'appelait Didier Caminca, qui lui jouait à la vieille grille. C'est toute une époque, ça, que vous ne connaissez pas, mais bon, il y avait Rufus, Bouteille, et puis Coluche était plus jeune que tous ces gens-là, et moi aussi. Et puis un jour, Caminca avait un spectacle à la vieille grille avec une fille, et la fille, elle s'est désistée. Enfin bon, elle a pas pu le faire, et donc au pied levé, comme moi, j'avais regardé des répétitions, je l'ai remplacée. Et je faisait pas mal rire. Il n'y avait pas de doute. Et ça, c'était même avant que je devienne comédienne. Ça, j'étais organiste à l'époque. J'étais vraiment que dans la musique. Et je l'ai remplacé. Et puis après, bon, j'ai joué dans les spectacles de mon frère encore. Et puis, j'ai étudié l'orgue et je me suis dit, c'était très solitaire, c'était très beau, mais j'avais envie de jouer, quoi. Donc, je me suis inscrite à l'école de la Rue Blanche. Je suis rentrée. Et puis, Bouteille, il surveillait un peu tout ça. Enfin, il regardait les trucs. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu joues dans le Soir des diplomates parce que toi, tu fais pas actrice, Jean. Et c'était avec Meldeg, Riffard, Bouteille et puis on a joué 1 an ce rôle et cette pièce. Enfin, on était 5 ou 6 sur scène. Personne n'a jamais compris ce que ça racontait. Hein. On comprenait pas, mais dès qu'on ouvrait la bouche, les gens étaient partis de rire. Ça aussi, j'ai pas compris pourquoi. Et on a joué 1 an et on improvisait. Puis quand ça faisait rire, pof, on coupait des trucs et on gardait ce qui faisait rire. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est ce que font les stand-uppers aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Ils testent des tas de choses, à moitié en impro, puis ils gardent au fur et à mesure ce qui marche bien. Et puis, il y avait aussi le fait que si, par exemple, une réplique 2 fois de suite, on la faisait pas rire, Romain disait, écoute, là, je te la prends demain. Donc, il prenait la réplique et il faisait pas ça qu'à moi. Hein. Et donc, fallait vraiment s'acharner pour que ça passe, quoi. Ça, c'était pas mal comme école. Et puis, alors là, il a commencé à construire le Café de la Gare. Non, il était au Café de la Gare. Nous, on était au Poche Montparnasse. Et Coluche venait souvent, évidemment, voir le spectacle. Et puis après, ils ont commencé à se bagarrer et ils ont construit le 41 rue du Temple. Et là, Coluche a dit, moi, je monte ma propre troupe. Et il m'a demandé d'en faire partie. Donc, j'étais une des premières. C'est moi qui ai fait venir Véronique Colucci. Qui a fait venir Philippe Bruno, Claire Nadeau, tous ces gens-là. C'était des copains à moi. Et puis, c'était un peu improvisé, quoi. C'était pas. Donc, oui, quand je dis coécrit, il y a plein de trucs, des gags qu'on a trouvés un peu tous. Mais
Enfin, moi, j'en ai trouvé quelques-uns, oui. Mais c'était quelqu'un de très perso, Coluche. C'était pas un partageur. Qu'est-ce qui vous amène à passer de la scène au cinéma? Ah, c'était dès le départ. En Oui, fait, oui, tout toujours. était lancé. Oui. Puisque j'étais un rat aussi de cinéma, et je séchais tout le temps les cours, je voyais tous les films. Donc j'ai su très 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 tôt parce que je faisais beaucoup de photos aussi, mon père m'avait donné un Nikon, et je savais que ça rassemblerait tout ce que je savais faire. Jouer, diriger, parce que j'avais déjà l'envie de diriger les acteurs, écrire. La musique. La musique, le rythme. Et c'était quoi les films qui vous inspiraient le plus à l'époque, qui vous ont donné le plus envie de faire du cinéma? C'était l'époque. Ce qui était considéré comme grand, c'était Sur les quais avec Brando, c'était Tully Bergman, et les Lubitsch. C'est quand même ce qui m'a vraiment, vraiment construit, c'est Lubitsch et Chaplin. Lubitsch, tout ce qu'il a fait, ça reste. Tout ce qu'il a fait, c'est géant. Sur le plan de l'écriture, sur le plan de la philosophie, de la beauté aussi. Et pareil pour Chaplin. Il n'y a pas grand-chose qui vaut ça derrière. À l'aune de ce qu'on est en train de... Aussi tous les bouleversements idéologiques qu'il y a maintenant sur le rôle des femmes, sur la société et la philosophie que ces gens apportaient. En 75, vous réalisez votre premier film, Mais qu'est-ce qu'elles veulent, Oui. qui se fait remarquer, mais alors de ce que j'ai lu, en fait, c'était pas votre première idée. J'ai lu que vous vouliez faire Pourquoi pas en premier, que Pourquoi pas a été refusé 2 fois par le CNC, 3 fois, qu'ensuite vous êtes allé voir Antoinette Fouque, Oui. du mouvement de libération de la femme, qui vous a donné de l'argent, Ouais, liquide. liquide, donc de la main à la main. Ouais. Et avec cet argent ça se fait liquide, plus trop aujourd'hui, je crois. je suis allée direct à Éclair et j'ai acheté pour cet argent-là entièrement de De pellicule. pellicule. Voilà. Et vous avez tourné Mais qu'est-ce qu'elles veulent. Oui. Et ça a servi de démonstrateur pour convaincre les gens de faire Pourquoi pas, c'est ça? Exactement. Oui. J'ai fait un premier film avant qui s'appelait On s'est trompé d'histoire d'amour et qui a été tourné par Bertuccelli. Ça, Oui, c'était mon c'était premier ça. scénario. Ça, c'était Mais votre vous premier étiez scénario. Scénariste, Ouais. mais pas réalisatrice, c'est ça, ouais. Non, oui, et actrice. Oui. Mais Pourquoi pas, c'est l'histoire d'un couple, on dirait, aujourd'hui. Oui. Donc, une femme et 2 hommes qui vont vivre une histoire d'amour polyamoureuse, bisexuelle. C'est un film qui est assez tendre. On a plutôt des baisers, il n'y a pas de scène explicite. Ah non. Et c'est un film qui est aussi par moments assez dur. Il y a un personnage qui se fait retirer ses enfants parce qu'il est dans cette histoire. Qu'est-ce qui vous amène à parler de ça à ce moment-là? C'était beaucoup la révolution de 68. C'était juste après 68 que je l'ai écrit, où on remettait en question toute la structure familiale et bien entendu aussi la question de l'homosexualité, ce qui était complètement archi-révolutionnaire à l'époque. Parce que même encore 20 ans après, quand je proposais à la télévision, on m'avait dit de toute façon, il y a un tabou total, on parle pas d'homosexualité à la télévision. C'est dément quand même. Et puis de proposer, c'est toujours pareil. Tous mes films, c'est un peu ça, proposer une utopie. C'est-à-dire, ça dysfonctionne, comment ça pourrait marcher? Et là, en l'occurrence, la question n'est pas... D'ailleurs, c'est un film qui est extrêmement pudique, il n'y a pratiquement rien sexuellement, mais c'est parce que c'est aussi une organisation de la vie, un couple ou un trouble. C'est-à-dire que c'était une organisation, un espèce de bulle de paradis, une allégorie d'une société aussi, où tout le monde est solidaire, libre de faire ce pourquoi il est doué et ce qu'il aime, sans aucune hiérarchie, mais aussi avec des règles, avec la règle qui est la communauté, qu'il faut qu'elle marche, économiquement, affectivement, voilà, il faut que ça marche. Donc c'était ça le guide, c'était de proposer une utopie. Et Colline Serrault de cette époque, quand elle démarre ce projet, elle se dit pas « mais le diffuseur va jamais me suivre, le CNC va me... » Ah non, mais j'ai jamais pensé qu'on pouvait pas me suivre. Donc il n'y avait pas une idée révolutionnaire de dire « je vais casser les J'emmerdais codes ». tout le monde. Ah non, mais par contre, sidération, parce que j'ai tout le temps été dans ce truc-là, de décrire des choses qui me paraissaient évidentes et me rendre compte d'une espèce de mur, de retard, enfin de retard dans la pensée. Mais je les condamne pas. Je veux dire, les choses avancent à des rythmes différents pour les gens. Quelquefois, on a une espèce de tête chercheuse qui voit les choses avant. Et c'est pas parce que j'étais mieux que les autres, c'est parce que j'étais aussi dans un milieu où ça réfléchissait tout le temps, où ça bouquinait. Et j'ai énormément travaillé et lu sur tous ces sujets. J'ai construit une pensée à partir de grands penseurs aussi. La psychanalyse, le marxisme, le féminisme, l'écologie, tout ça, c'était des lectures, c'était des choses que j'apprenais. C'était pas de l'intuition féminine, machin. Non. Déjà, là-dedans, pourquoi pas, ils avaient un potager. Oui, très à la mode maintenant. Puis c'était cette normalisation de l'homosexualité. Je l'ai tourné, pourquoi pas, j'ai dû l'écrire en 75, enfin 74. On est en... oui, ça fait combien? 50 ans. 50 ans.
On n'y est toujours pas. Et on Il n'y est est toujours pas. c'est toujours aussi foireux, à part dans certains milieux, comme les nôtres ou comme ça. Mais c'est vers là que ça va. Et c'est ça l'important, c'est que justement les œuvres qui restent, c'est celles qui anticipent des choses qui sont tellement solides que de toute façon, ça ne pourra jamais être à côté de la plaque, parce qu'il s'agit de liberté aussi. Voilà, vous avez parlé de la structure familiale. On va passer à un film qui en parle beaucoup, c'est 3 hommes et un couffin. Dans votre spectacle, vous expliquez que face à certains de vos choix, le diffuseur n'y croyait pas, que vous avez démarré un tout petit nombre de salles. Puis finalement, vous avez fait 12 millions de spectateurs et je pense que tout le monde connaît 3 hommes et un couffin. Comment vous expliquez le succès fulgurant de ce film en particulier ? Moi, je pense que c'est un film qui est sur le plan visuel, et c'est un tableau après l'autre. On a fait un film qui est vraiment un film plasticien, mais ça, personne l'a vu. C'est tellement tombé à un moment où ce qui était latent est devenu manifeste, comme un précipité en chimie. Ça a concrétisé une chose qui était déjà là. Ça a correspondu à un momentum extrêmement bon dans la société, mais ça, c'est pas... On peut être dans le momentum, coup de peau ou pas. Après, il faut quand même que le film soit bon, et c'est pas grave si ça tombe, enfin, à l'échelle d'une vie plus tard, à l'échelle de plusieurs générations, que ça tombe à ce moment-là ou que ça soit 20 ans plus tard que ça tombe dans le momentum, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la solidité de la pensée qui est derrière. Est-ce que vous pensez que cette pensée, elle a été comprise tout de suite par le public, Non. ou est-ce que au début, c'était juste la comédie, la situation rocambolesque dans laquelle se trouvent ces 3 hommes? C'était le comique. Parce que moi, je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, j'étais jeune, et pour moi, c'était juste rigolo. Il y avait Michel Boujna, il y avait Dussolier, ils étaient embêtés avec cet enfant. C'était juste les scènes de comédie qu'on parlait. Et c'est plus tard, en le revoyant, que j'ai compris qu'il y avait un message, qu'il y avait un portrait de la société, un portrait de la paternité, qu'il y avait une volonté de mettre un miroir face au père et de faire comprendre des choses. Oui, en plus, c'est un grand mythe. C'est le mythe des rois mages inversé. Et ça aussi, c'était très conscient de ma part. Mais ça, c'est aussi ce que m'avait appris mes 20 centimes la page. C'est-à-dire que si on veut faire passer un truc, il faut aussi que ça soit pour le plaisir, quoi. Il faut que le plaisir soit jamais absent. C'est tout ce qui nous différencie, nous, les artistes, justement du philosophe ou du penseur froid. Nous, on utilise l'humour et la poésie et les images et les émotions comme des kalachnikovs, finalement, comme des armes de pensée massive. De réflexion massive. Bon, voilà. Mais que les gens se soient trompés là-dessus, c'est pas grave. Parce que quand vous faites un film, vous parlez à 2 niveaux aux gens. Il y a le niveau conscient, il y a le niveau de ce qu'ils reçoivent directement comme ça, pouf pouf. Et puis il y a l'inconscient. Et là, ça parle fort. Et en fait, dans 3 hommes et un couffin, ça a parlé fort à ce niveau-là surtout. C'est beaucoup plus fort que ce qui passe dans le conscient. Et ce qui passait dans le conscient, c'était ils changent la couche, ils savent pas faire, il y a du caca partout. Enfin, c'était ça, quoi. Mais dans l'inconscient, il y avait une remise en question, et pour les hommes aussi. À propos de ça, tout à l'heure, vous parliez de votre père, vous avez dit, je l'ai pas beaucoup vu. Oui. Est-ce que dans 3 hommes et un couffin, il y a quelque chose de psychanalytique? Ah ben, ça probablement, hein, mon inconscient, il marche aussi. Hein. Je domine pas. Hein. Mais c'était pas conscient, vous n'êtes pas dit, tiens, mon père était absent, je vais écrire un truc sur les hommes qui sont... Mais c'est probablement très présent, oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui était beau dans le succès c'est un film très féministe, hein. Mais c'est un portrait extrêmement chaleureux de 3 mecs qui sont des blancs occidentaux un peu cons quand même au départ. Ils sont sympathiques, mais dans le fond... Ils sont assez cons. Mais ils se transforment. C'est la transformation qui est intéressante, et le film a plu autant aux mecs qu'aux filles. Et ça, c'était aussi mon but, tout en étant quelqu'un de très féministe. Et c'est pareil pour la scène de Pacôme, en fait. C'est très intéressant parce qu'en fait, les hommes adorent cette scène. Ça m'a scié, ça. Oui, parce que ça repousse, ça libère de la mer totalement. Oui, ça libère tout en restant affectueux avec elle, quoi. Mais elle se débrouille, ça va, j'ai pas besoin de la porter sur mon dos. Quoi. Et puis elle redevient une femme, c'est pas juste ma mère. Exactement, oui. Dans le spectacle, vous avez indiqué que tous les acteurs qui avaient reçu le scénario de 3 hommes et un couffin l'avaient refusé. Vous savez pourquoi? Parce que les bébés, c'est chiant, ça n'a aucun intérêt pour le public. Donc ils étaient bien dans leur rôle. Finalement, ils étaient bien dans leur rôle de Je n'en veux pas. Ils auraient été très bien dans le film. Alors finalement, c'était peut-être écrit, parce que j'ai cru lire que c'était issu d'un rêve, 3 hommes et un couffin. Oui. J'ai vu que un été, vous aviez rêvé de 3 hommes qui chantaient au-dessus d'un berceau et d'un type qui perdait son boulot et sa femme le même jour. Ouais, c'est un rêve en off, ce jour. Ouais, Peut-être qu'il y avait un message qu'on vous a dit, c'est celui-là qu'il faut faire, et ça sera avec ces 3-là. Sinon, ça sera... Oui, j'ai demandé à mon fils, à ce moment-là, je lui ai raconté les 2 histoires. Qu'est-ce qui te plaît? Il me dit, tous les 2 me plaisent beaucoup. Il avait du flair, lui aussi. Il m'a dit, mais je trouve quand même que l'histoire des 3 mecs qui chantent au bord d'un berceau, je sais pas pourquoi ni comment, mais je trouve que c'est vachement bien. Bon.
C'était une image, c'est tout. Hein. Donc, j'ai suivi mon fils. Et ensuite, ce film, il a eu tellement de succès qu'il a été adapté aux États-Unis. Dans le générique du film américain, vous êtes crédité en tant que scénariste. Est-ce que vous avez vraiment écrit la version américaine ou est-ce que c'est une collaboration ou est-ce que c'est un crédit d'honneur? Non, je suis resté 2 ans là-bas. Elle est quand même très différente. Elle est plus Très grand public complètement naze. En et il y a plus, beaucoup moins de sous-texte. Oui, non, c'est l'acculturation américaine. Hein, En même temps, j'ai quand même beaucoup contribué en essayant d'éviter toute la vulgarité. Mais je veux pas non plus cracher dans la soupe. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ce qui compte aussi dans ce film-là, la version américaine, c'est que le concept est passé quand même. Le concept de ces 3 gars qui changent est passé. Et ensuite, il y a une suite là-bas, Oui. avant Il y a la une suite suite. française. Et la suite Et française. la suite américaine, vous y travaillez? Non, Non. là quand même, non. Mais j'ai Surveillé. Non, j'avais un bon pourcentage quand même. Je suis une femme d'affaires aussi. Et il y a 2-3 ans, ils ont Les 20 annoncé... centimes par page, on n'a pas Exactement. oublié. Il y a 2-3 ans, ils ont annoncé un remake Oui, mais je avec qu'ils l'ont Zac pas Efron. Ils le font pas. Je crois pas. Bon. Il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi, quand même. Vous dites ça, mais il y a une adaptation en pièces. Et j'ai vu la vidéo, vous la présentez aux représentants, et vous expliquez qu'en fait, le film, il peut être daté, parce qu'il a des codes visuels d'époque, alors qu'un texte jamais, et que donc l'adapter en pièces, c'est lui permettre de survivre pour toujours. Pour toujours, c'est la pérennité totale du texte. Donc finalement, on n'a pas tant envie de s'arrêter. Non, mais c'est parce que je me suis dit, nous, on monte encore l'avare. On monte Shakespeare, on monte les Grecs, on monte... Le texte, c'est ce qui reste. Et c'est pour ça que je l'ai fait, pour que les gens puissent s'en emparer sans moi. Que ça puisse, si ça leur plaît, faire une mise en scène comme ci. Genre, il y a déjà, par exemple, sur mes pièces, qui c'est tout, Gros Bêta, Lapin Lapin, toutes ces pièces que j'ai écrites, c'est tout le temps repris. Par du théâtre amateur, par du théâtre professionnel, partout. En Allemagne, il y a eu 250 mises en scène de Lapin. Et je reçois les affiches, mais je m'arrache le truc tellement c'est minable. Il y en a d'autres, c'est très très beau. Mais je m'en fous maintenant. Je suis détaché, c'est parti. C'est comme un gosse, il vit sa vie. Mais au moins, ils peuvent le prendre. En théâtre, ils peuvent toujours le prendre. C'est ça qui est bien. Ensuite, il y a Romuald et Juliette. Mais là, ça vient pas d'un rêve. Non. Qu'est-ce qui vous donne l'idée de faire cette histoire? Ça, je l'ai écrite en Amérique. Je crois que j'étais très frappée en Amérique de voir l'aveuglement du monde blanc, la séparation entre le monde blanc et le monde black. Il y avait le fait aussi que dans notre famille, on a toujours... mon père été le premier à monter Césaire. Sa seconde épouse est une actrice métisse. Mes 2 petites sœurs sont black. Et je suis très, attachée, touchée par ce monde. Et puis aussi, ce que je voulais montrer, c'est le rôle d'une femme qui est juste une femme de ménage et qui est plus intelligente que les crétins qui la dirigent. C'est ça aussi, Romuald et Juliette, c'est une espèce de grande intelligence qui n'est pas reconnue, mais qui finalement sauve le gars, quoi. C'est un conte de fées, c'est une espèce de Cendrillon à l'envers aussi, ça. Quand vous écrivez, vous avez des acteurs en tête? Vous pensez à Daniel Auteuil, à Firmin? Non. Non. Firmin Richard, elle avait jamais rien fait. Ouais. Elle n'était pas actrice. On l'a trouvée dans un resto. Ah bon? Oui, non, elle n'était pas du tout actrice. Mais non, puis de toute façon, j'écris pas pour un acteur, j'écris pour un personnage. C'est l'acteur qui va aller vers le personnage, c'est pas moi qui va aller vers un acteur. Et en plus, les acteurs ils sont éminemment remplaçables. Et puis c'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont bons, d'ailleurs. Hein. On a des gros exemples en France de gens très connus. Absolument naze. Encore. Donc, on veut des noms. Non, pas parce qu'ils sont bankable qu'ils sont pas des crétins, et c'est pas parce qu'ils sont inconnus qu'ils peuvent être géniaux ou connus et très très bons. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que souvent il y a des très grands acteurs qui jouent dans vos films, qui jouent toujours, enfin souvent, pas toujours, mais souvent des personnages, comme on le disait tout à l'heure, qui sont des fois des sacrés cons. Oui. Et pourtant, ils reviennent. Par exemple, Vincent Lindon, vous écrivez pas en l'ayant en tête quand même? Jamais. Non, mais d'abord, la crise, c'est lui qui a voulu le faire. Après, il était comme un chien fou, il voulait continuer. Mais qu'est-ce qui les attire dans les personnages que vous écrivez comme ça, à votre avis? Parce qu'ils ont des beaux rôles, c'est des rôles très attachants, c'est des rôles... Moi, je dis c'est des cons comme ça, mais je veux dire... Il y a toujours de la tendresse parce qu'ils se rachètent toujours à la fin. Oui, et puis qui est-ce qui n'est pas con, enfin... Moi, la première, on est certainement le con de quelqu'un, toujours. Non, parce que Vincent, il a cette qualité il avait, enfin, à ce moment-là, à la fois d'être, il a une grande puissance de jeu, il est très présent à l'image, mais il a une très grande naïveté. C'était difficile sa carrière à cause de ça,
parce qu'il joue pas il a un côté macho aussi, mais sa principale qualité, c'est cette naïveté. C'est la même chose pour Team Seed, d'ailleurs. Ils sont capables d'être complètement paumés, d'être paumés, quoi, des mecs paumés. Et ça touche, ça. C'est pas des gars qui contrôlent tout de leur vie. Et ça, j'aime bien chez Vincent. Et puis, son espèce d'engagement aussi, c'est un acteur, quoi. C'est un acteur de la pointe des pieds jusqu'au dernier cheveu. D'ailleurs, on le voit quand il bégaye, parce que quand il a ses tics, là, il est... Oui, quand il joue pas, il a des tics. Il a des tics de tout partout. C'est une bombe de tics. Et puis, vous dites moteur et tout s'arrête, quoi. Bon, ça nous fait une transition toute trouvée pour parler de la crise. C'est le deuxième rêve de l'été. Victor, qui le même jour perd sa femme et son travail, il va essayer toute la journée d'en parler à ses proches, ses amis, sa famille, qui ont eux-mêmes des problèmes, et il va faire la rencontre de Michou, qui va devenir à la fois son boulet et sa béquille. C'était il y a plus de 20 ans, et déjà ça parlait d'individualisme, de montée du racisme, de la chute de la gauche, des SDF, de la malbouffe, du féminisme. Est-ce que vous dites, je vais faire un portrait de la société très large, ou est-ce que c'est venu en cours d'écriture ? Il y a toujours une partie qui vient en cours d'écriture. Je pense qu'un pitch, plus il est minimaliste, plus il est bon. Après, l'ambition, c'était vraiment de faire le portrait de la société à ce moment-là. Ça a été très conscient chez moi. Après, c'est comme une espèce d'horlogerie qui se construit de manière à la fois organique et très organisée. Il faut laisser cette liberté dans l'écriture. Il ne faut pas obéir à un plan seulement. Il y a une espèce de plan. Mais il y a aussi ce qui vous vient par la machinerie même de l'écriture qui fait remonter les choses. Mais le but était vraiment de faire un portrait général de la société, oui. Vous disiez justement, vous parliez de la machine qui se construit pendant l'écriture. Est-ce que c'est aussi le cas ? Est-ce qu'il y a une écriture au moment de la réalisation, au moment du tournage, au moment du montage, ou est-ce que cette machine, elle s'arrête au moment où le scénario est fini ? Ah oui. Et après, vous respectez le plus près. Après, je fais le découpage. Après, il y a tous les décors. Enfin, le vrai découpage, il a lieu après les repérages, parce que c'est les repérages, c'est les lieux qui vous donnent la mise en scène aussi. Enfin, c'est surtout sur les dialogues que c'est à la virgule près. Ça, je laisse pas les acteurs changer les... On le voit d'ailleurs dans le spectacle. Il y a un petit making-of qui illustre ça très bien. Mais parce que les dialogues, si vous saviez pendant combien d'heures je les travaille. Donc, j'ai pas envie que c'est un rythme, c'est une mécanique, le comique. Hein. Si vous mettez un nœud muet de trop, vous n'avez pas de rire. Parce que c'est la musicienne qui parle là aussi. Oui, c'est ça quand je dis le rythme. C'est la musique, le comique. Hein. C'est vraiment les gens qui sont les grands. D'ailleurs, tous les grands comiques sont musiciens. Tous mes films sont très répétés. On répète en même temps que la préparation, en général 3-4 heures par jour. Et les acteurs, ils ont une structure, une colonne vertébrale solide. Les dialogues, je n'aime pas qu'on les change, mais par contre, il peut sortir des intonations, il peut sortir des idées, des trucs. À partir du moment où on a cette solidité d'avoir répété, d'avoir un truc qui marche, là, ça peut être la vie, l'instant, ça peut changer, mais pas de manière drastique quand même. Mais le montage, si vous saviez comment on fait, enfin, on a une technique aussi de choix. Les producteurs deviennent fous parce qu'on ne commence pas le montage avant d'avoir fait tous les choix. Et tous les choix, ça peut prendre 1 mois et demi. On écoute une réplique dans toutes les prises. Et puis à l'époque, c'était pas numérique. Hein. Ouais, à chaque fois, il fallait en arrière, en avant, etc. Et on dit bien. Après, on élimine celles qui sont pas bien, on réécoute. Donc c'est un travail de titan, mais on a le meilleur de ce qu'ils ont fait. Quand vous dites, moi j'écris pendant des mois mes dialogues, c'est quoi votre technique ? Comment vous savez qu'un dialogue sonne juste ? Est-ce que vous le jouez ? Est-ce que vous le faites à voix haute ? Est-ce que ça vous aide d'être comédienne aussi pour les écrire ? Un film, vous vérifiez ce que vous avez fait tous les 3 ans. Ça met 3 ans un film. Maintenant, j'essaie de le faire autrement d'ailleurs, mais au début, vous êtes complètement en aveugle. C'est comme quand on tourne. On regardait les rushs, mais on ne pouvait plus rien faire. Au départ, en péloche, quand moi j'ai commencé tous mes premiers films jusqu'à La Belle Verte, on voyait rien de ce qu'on faisait. Et c'est pareil pour les dialogues. Tout le temps où j'ai tourné, j'ai tout le temps joué au théâtre, pratiquement tous les soirs en même temps. Pendant 30 ans, j'ai joué au théâtre tous les jours. Et en tournée, avec des tas de publics et tout ça. Donc là, ce que vous vérifiez en 3 ans, vous le vérifiez tous les jours, là. C'est-à-dire comment ça marche, comment un effet marche. Et puis aussi avec l'école Bouteille, Coluche, tout ça, nous, on était à l'affût de pourquoi un truc passait, comment il passait. On en discutait tout le temps. Enfin, c'était une obsession aussi que ça passe. Pas seulement que ça rigole, mais que ça passe, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment un métier. Je raconte toujours cette histoire dans qui c'est tout et gros bêta. Il y a un moment où je dis, le Rio Sou va refroidir. J'avais cet accent-là. Le Rio Sou va refroidir. Je pleurais comme ça un petit peu parce que l'autre, il voulait pas me donner à manger. Et ça riait toujours. Ça riait, mais bien. Et puis un jour, je dis, le Rio Sou va refroidir. Bide. C'était juste le va refroidir. Non, refroidir ou refroidir. Ah oui, c'était le re. Ouais. Le lendemain, je dis, le Rio Sou va refroidir. Paf, ça se marre.
C'était la musique. Oui, le rythme, le lendemain, et puis socialement derrière aussi. Que si vous dites refroidir, vous n'avez pas la même connotation sociale. Tandis que là, c'est enfantin, il va refroidir. Et derrière chaque intonation, derrière chaque contraction, etc., il y a une intention sociale, rythmique, machin, et derrière chaque quart de ton. Et ça, c'est formidable, avec, par exemple, travailler avec Muriel Robin, pour ça, c'est génial. Parce qu'alors, elle a une oreille de fou, comme une musicienne. Comme moi, je suis musicienne, moi, j'entends tout ça, le quart de ton, quoi. Et il y en a, ils n'ont pas cette oreille-là. Ils passent à côté du comique. Moi, je l'ai découvert là en le jouant, tout d'un coup, par un accident que j'ai fait refroidir au lieu de refroidir. Tout d'un coup, on se retrouve dans une forêt épaisse, sur toute une pièce d'1h30. Vous vous rendez compte le nombre de trucs et que vous pouvez rater et que vous pouvez ne pas rater. Enfin bon. Et ça m'a énormément servi pour écrire. C'est la question qu'on s'est posée pour votre spectacle. Il a l'air très naturel. On a l'impression d'être avec vous dans une soirée où vous allez nous raconter des anecdotes. Est-ce qu'il est très écrit ou est-ce que là, vous vous laissez un peu plus de liberté? C'est-à-dire qu'il y a tellement longtemps que je suis sur scène, que je raconte des blagues, que maintenant, j'ai plus besoin d'écrire. Là, ce spectacle-là, il y a quoi? Il y a 3 lignes sur un bout de papier. Hein. Ah, vous l'avez même jamais posé Ah, j'ai jamais écrit, non. Est-ce qu'il change du coup beaucoup de soir en soir? Oui, il y a des trucs que j'ai... Vous étiez là quand j'ai fait le truc sur Bayreuth, avec les talons blancs qui... Oui, Ouais. les talons blancs. Mais ça, c'était improvisé ce soir-là. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Oui. C'est une très belle anecdote. Et je la garderai, celle-là. Ouais, elle est bien. Non, donc si vous voulez, maintenant, je suis beaucoup plus libre et j'ai plus envie de réciter, quoi. Et les gens le sentent aussi, non, ça? Ah oui, c'est très naturel. Je vous dis, on a Oui. l'impression d'être avec quelqu'un, une amie connue, qui va nous raconter des choses sur elle. Oui. Et c'est très fluide. C'est ça que j'ai envie maintenant d'avoir, c'est un rapport très où je peux me tromper aussi, où on est ensemble, quoi. Il y a une convivialité très forte Oui, qui est voilà, créée justement. Quoi. D'ailleurs, je commence comme ça, quand ça va la vie. Mais ça, c'est maintenant j'ai cette liberté. Mais par contre, les effets comiques, je sais comment ils passent. Hein. Quand le petit gars en dessous dit c'est sympa les mecs, quand tout le monde tombe sur lui là dans Othello, je connais mes chutes quand même. Il y a des punchlines très efficaces au fur et à mesure. Il les faut. Même si elles sont pas écrites, on sent qu'elles sont là préparées. Quoi. Dans cet ordre d'idée, dans la crise, il y a des gimmicks, il y a des phrases qui reviennent. Il y a « je suis vulgaire, tant mieux » ou « paf, tout est parti ». Il faut savoir que dans la famille Diani, qui regarde la crise au moins 2 fois par an. Au moins 2 fois par an. C'est leur classique de Noël. Voilà. Ma femme, hier, on regardait le spectacle. Elle a fait la tirade en même temps que vous de Maria Pacôme. Elle la connaît par cœur. C'est marrant. Ces gimmicks-là, comment ils vous viennent? À quoi ils servent? Ah, ça, c'est la biche. C'est Molière, c'est la biche, c'est des trucs de théâtre, quoi. C'est des choses qui sortent quand on est dans un état second, les gimmicks. Elles sont hors d'elles-mêmes et donc elles redisent, comme les gens qui racontent, alors il est tombé là, alors j'étais fait ça, mais il est tombé là, puis c'est quand on est hors de soi. Et il faut une actrice qui sache faire ça, c'est pas évident, hein. Dans le dernier épisode du podcast, on avait Maurice Barthélémy qui nous disait que lui, il se préoccupait pas de savoir si des phrases ou des gimmicks allaient rester parce qu'il sait jamais anticiper lesquelles vont rester, lesquelles vont pas rester. Est-ce que vous, quand vous en écrivez des comme ça, vous avez l'intuition que celle-ci, ça va vraiment marquer, ça va rester, ou des fois c'est j'ai l'intuition que c'est bon pour la scène là, à ce moment-là. Après que ça va rester, c'est plus moi qui décide. C'est-à-dire, c'est comme l'allégorie de l'enfant que vous lancez dans le public. Il grandit, il va dans le vaste monde et les gens prennent ce qu'ils prennent et c'est plus moi qui décide. Mais quand je l'écris, je sais que c'est ça qui... Ça va marcher dans la scène. Dans la scène, en tout cas, oui. Maintenant, on est en 2023, le film reste merveilleusement ou atrocement, suivant comment on se place d'actualité. Est-ce que vous attendiez à ce que 30 ans plus tard, les gens se reconnaissent encore dans ce que ça raconte sur le couple, la famille, la gauche, les SDF? Le racisme et tout ça. Ouais. Quand des gens vous disent « Non, mais moi, je veux que ce soit un truc d'art, je m'en fous si le public aime ou pas. » Non. Moi, je m'en fous pas si le public aime ou pas. J'écris pour le public et je veux que ça reste et je veux que ce soit des œuvres éternelles. J'ai une énorme ambition. Je suis pas du tout modeste là-dessus. Après, comme personne, je suis modeste parce que je sais pas ce que ça va faire et j'en sais rien et je le domine pas, ça. Mais moi, je veux ça. J'ai pas de fausse modestie de dire non, je fais une œuvre d'art. Non, quand le public aime ça et que ça devient mythique pour le public, moi, je jubile. Et quand ça le devient pas, je suis triste. J'ai tendu toutes mes forces vers ça, vers parler aux gens à ce niveau-là, avec des moyens qui sont comiques, oui, ou qui sont dramatiques, ou qui sont, enfin, les moyens qui sont les miens, avec le cinéma, avec
c'est l'image aussi, c'est la beauté des plans, c'est quelle écriture vous choisissez d'avoir, parce que c'est une écriture, les images. Quel angle vous prenez pour dire telle chose. Voilà. Ça, c'est toute la cuisine, c'est comme nos outils de sculpteurs. Mais quand je vois que ça dure et que les gens le prennent encore, je suis très, très, très heureuse. C'est tout ce que je peux dire. Mais sans non plus flagornerie. C'est parce que on peut toujours se tromper, il faut rester modeste mais c'est un énorme, bonheur de savoir que ça grandisse en moi, chez les gens. C'est comme des graines qu'on lance et puis elles poussent, quoi. À propos de films qui poussent avec les gens, on peut parler de La Belle Verte. Parce que La Belle Verte, quand c'est sorti, ça n'a pas vraiment été bien accueilli. Alors j'ai regardé les chiffres, on a quand même fait 1 million d'entrées. Oui, mais la critique était un peu... c'est carrément insultant. Voilà. J'osais pas le dire, mais vous pouvez c'était... le dire. Et aujourd'hui, c'est quand même un film qui a marqué toute une génération de gens. Qui a même eu une seconde vie sur Internet par la suite, et qui a été vu des millions de fois, et dont les thèmes ont résonné d'autant plus par la suite. Et encore maintenant, d'autant plus et encore. d'autant plus maintenant, ouais. Maintenant qu'on parle de décroissance. Exactement. Dans la crise, je me souviens que vous aviez dit que vous vouliez aucun gag visuel. Je crois que le seul, c'est Patrick Simcid qui tombe à un moment et que c'était pas prévu dans le scénario, ça. Alors que dans La Belle Verte, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus burlesque, avec ne serait-ce que le mouvement de tête des personnages. Est-ce que c'était une envie de dire j'ai fait du comique de dialogue, je vais aller faire un comique un peu plus Charlie Chaplin? Peut-être, oui. Je me suis pas dit ça, mais... Qu'est-ce qui vous tenait à cœur au départ? Parce que vous avez dit que ce film, c'était un de vos plus personnels. Enfin, du moins, à une époque, vous avez dit ça. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai fait La Belle Verte, qui était quand même un énorme bateau à diriger, enfin, un très, très lourd tournage, je jouais aussi, ce qui est d'ailleurs à alléger plutôt le tournage. Je me suis dit, au fond, si je m'arrêtais de tourner maintenant, ce serait pas un problème. C'était un peu la même démarche que la crise, hein. C'était de montrer tous les dysfonctionnements de toute la société, donc ça embrassait beaucoup de choses. La fable est moins forte. Elle est moins forte, que la fable de la crise, à mon avis, sur le plan de narration. Mais sur la forme, c'est Mais plus sur la un forme, conte. c'est très puissant parce que il y a des choses qui, oui, comme le concert, le Concert de football, silence. et puis le concert à la Bastille où le mec devient fou, là. Je me suis dit que, j'avais vraiment ratissé large et très en avant. Je pensais bien que ça serait pas forcément compris, mais ça m'était un peu égal. J'étais certaine, j'avais une espèce de certitude qu'il y avait une autre esthétique sur cette terre que celle des bétons partout. Et après, en 2010, j'ai fait Solution locale, qui est un documentaire qui essayait, dans la même veine, de ne plus parler de moi, mais de faire parler les autres. Et là, si je devais faire maintenant un nouveau film sur tout ça, c'est plié, quoi. Dans le spectacle, vous dites « Je vais vous lire des scènes de mon prochain film ». Oui. Il y a une scène extrêmement drôle de théâtre ou une scène de cul. Est-ce qu'il y a vraiment un prochain film ou c'est des scènes que vous avez Ah non, écrites? c'est mon prochain film, Il y a ça. vraiment un prochain film. Oui. Donc il y a vraiment cette journaliste qui va aller décortiquer encore la société. Oui, qui est aussi un tableau de la société, mais il est noir, et le noir est drôle, mais celui-là, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ah, Oui. à l'écrire? Non. À le monter? À Oui, monter? à monter. À Il cause est des trop pas. subversif. Ah oui? Ça fait mal à trop de gens. C'est étonnant pour nous d'entendre Colin Serrault dire « J'ai du mal à monter un film ». C'est dingue, hein. Et Jeunet n'arrive pas à monter son film, là. C'est vrai. Donc, on a changé d'époque, c'est pas... Et puis après tout, ici, il faut peut-être l'accepter aussi, hein. De toute façon, moi, c'est pas ça qui m'empêche de faire des tas de trucs, hein. Entre la musique et les concerts et le théâtre, écrire des livres... Après, j'ai l'impression que faire des films, de manière générale, c'est un peu plus dur ces dernières années, avec Oui, les plateformes, avec avec le Covid, l'économie qui change. Les plateformes et tout ça. Et on était encore considérés, nous, les metteurs en scène, en France en tout cas, comme des artisans. Enfin, on faisait des prototypes, mais maintenant, c'est plus formaté, disons. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a fait plein de films comme nous, comme moi, comme d'autres gens, hein, quand on voit des mecs qui sont pas spécialement intelligents, qui viennent mettre leurs grosses pattes avec des mémos dans le scénario, on a envie... Enfin, je veux dire que dans les scénarios, il y a toute une partie de folie aussi. Hein. C'est pas formaté. Même si on sait faire, on se permet d'aller dans des directions de dinguerie, de poésie, de surprenante. Et c'est ce qui fait qu'un film peut marcher. Je reviens sur ce que vous nous avez dit dans le point. Vous disiez finalement Solution locale, c'était une sorte d'anti-film de pessimisme environnemental. Il y avait eu tous ces films qui disaient on va tous mourir. Ouais. Et vous avez montré qu'il y a des gens qui se battaient pour qu'on ait des solutions. Et qu'il y en a des solutions. Mais là, vous venez de dire si je devais refaire un film de genre, je dirais que c'est plié. J'essaierais de démonter comment ils ont fait pour nous mettre là-dedans. Un mélange de capitalisme financier, mais surtout de patriarcat. C'est surtout ça, en fait, le cadre qu'il faut démolir. Mais ça serait tellement en avance que je ne même pas la peine. À propos de patriarcat, il y a quand même... Une fois, vous avez dit « Je me suis jamais dit que j'allais faire des films humoristiques. C'est simplement ma façon de voir le monde qui me désespère tellement qu'à force, j'en ris. » Oui. Et à ce moment-là, arrive Chaos. Et Chaos, ça fait plus du tout rire.
Il y a un peu de comédie au Un début, peu, oui. mais alors K.O., c'est pour rappeler, c'est l'histoire d'un couple qui voit une prostituée surgir sur leur voiture et qui se fait tabasser devant eux. Lui, il va fermer les portes, elle va se faire tabasser jusqu'à être dans un coma profond. Et puis le lendemain, elle va essayer de la retrouver, elle va la retrouver à l'hôpital et elle va essayer de l'aider à échapper à un réseau de proxénètes. Et ce qui m'étonne dans ce film, c'est que c'est presque un film de colère. C'est-à-dire que finalement, tous les hommes dans ce film, que ce soit le personnage Vincent London, son fils, qui est un débile profond que tard, le réseau de proxénètes, évidemment, le père de l'héroïne, ils sont tous horribles. Donc il y a une sorte de dénonciation du patriarcat et de la masculinité toxique qui est très forte. Mais pour quelqu'un qui dit « j'essaye d'en rire », là, on tombe dans un thriller qui est très noir. Tout le récit des maisons de dressage est terrible. Ouais, c'est terrible. Qu'est-ce qui a changé au moment où vous vous lancez dans ce projet ? Je sais pas si ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi le fait que les deux, le père et le fils, tombent vraiment amoureux de cette femme et d'un amour qui est vraiment qui va changer leur vie, quoi. Il y a ça quand même à la fin. C'est-à-dire, j'avais à ce Et moment-là. moi, je me suis demandé s'ils n'étaient pas un peu punis. Quand vous le dites, on ne dirait pas, mais dans la lecture que j'en avais, finalement, ils sont un peu victimes de cette femme qui leur dit « mais il ne se passera jamais rien entre nous ». Oui, c'était pas mon idée de punir, c'était mon idée de rentrer dans le vrai monde de l'autre aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment amoureux, ça fait mal, quoi. Et il peut arriver que tout d'un coup, on ouvre les yeux sur l'autre. C'est un peu ce qui leur arrive. Mais je me suis beaucoup documentée pour ce film, et c'est quand même tous ces réseaux de prostitution, c'est vrai, hein, Ah oui, tout ça, c'est vrai. Donc il y avait un moment aussi. Oui, il y a de la rage dans ce film. il y a cette musique très présente, il y a une percussion, Ouais. une ligne de percussion Ouais, très, c'est Saint-Germain, Ouais. formidable. très oppressante. Oui. Et puis, c'est le premier film qui est sorti en salle en numérique, Oui, en DV. en DV en plus. Ouais, ça Donc donne ça, une image où on est très proche de l'action. Ouais. et c'était complètement une autre écriture. C'était extraordinaire pour moi de pouvoir enfin tourner caméra stylo. C'était très préparé et tout ça, c'est pas ce que je veux dire, mais une espèce de légèreté, cette facilité de pouvoir reprendre plein de scènes, de pouvoir tourner toutes les répétitions, parce que les acteurs souvent, vous savez, ne sont pas égaux dans l'avancée des prises. Il y en a qui sont très bons dans les premières prises, et puis après ça peut se gâter, alors que d'autres deviennent de meilleurs. Enfin voilà. Donc là, cette liberté de tournage, le fait que j'avais interdit qu'il y ait des camions, des trucs, on avait, je sais pas, 5-6 décors par jour, on était très très mobile et tout devait aller vite. Et moi, je suis quelqu'un de très très rapide, et donc cette écriture-là, ce fait qu'on était dans la rue comme ça, paf paf, on tournait, paf, on repartait, tout, ça donnait une espèce de dynamique que j'ai adoré moi avoir dans ce film. Mais c'est vrai qu'il y avait une rage, il y avait comme une espèce d'urgence à ce que les crimes soient vus, quoi, quand même. C'est tout ce qu'on subit depuis tellement longtemps. Et encore là on parle pas d'assassinat, hein, féminicide, de toutes les mutilations, de tout ça. Enfin, c'est ce qui se passe en Iran, mais là on le voit bien. C'est en Iran et en Afghanistan. Enfin, c'est une guerre contre les femmes, en fait. C'est ça le fond. Ça a été atténué, hein, dans nos civilisations, mais et les contre-pouvoirs commencent à être très forts. Il y a eu 2 vagues de féminisme. Il y a eu celle de 68-70, et puis il y a eu MeToo, mais c'est inéluctable. Et je pense que K.O. n'a pas encore eu l'impact qu'il aura d'ici 10 ans, à mon avis. Quoi qu'il a bien marché, hein, mais je veux dire, ça va être un film qui va être un drapeau, quoi, à un moment ou à un autre. Aussi, quand elle dit il y a du poisson et que l'autre lui dit j'aime pas le poisson, enfin, Ouais. tout ce rapport de boniche des femmes, quoi, mais ça va, quoi, ça suffit. Ça, c'est peut-être le plus violent dans le film pour moi. Mais ça change aussi dans la société, c'est ça qui est bien. Et maintenant, je voudrais faire un film, j'avais prochain qui s'appellerait Des mecs bien. Ben, on revient Il y parce en a, que quoi. non, mais dans 3 hommes et un coup fin, il y a une tendresse Ah ben, pour ils l'homme. finissent par être des mecs bien. Dans K.O., il y en a beaucoup moins. Ben, pour moi, quand ils sont tellement amoureux, quand ils sont tellement Ça les démunis, ça les sauve pour moi, oui, c'est comme ça, la rédemption, quoi. Oui. Et ensuite, il y a Saint-Jacques-Lamec, donc on en a parlé tout à l'heure avec Muriel Robin, Oui. Jean-Pierre Daroussin, le regretté Artus de Penguerne, qui était Pierre, et pour moi, ce sera toujours Grégoire Moulin aussi. Oui. C'était extraordinaire. Et puis, vous quittez le monde de la fiction pour vous rapprocher de documentaires. Donc, il y a Solution locale pour un désordre global. Et puis, il y a Tout est permis. Entre-temps, je crois que j'ai fait 2 téléfilms quand même. Et oui, il y a celui sur Pierre Brossolette. Pour Rob Brossolette, j'ai adoré faire ça. Et puis le Couleur locale.
Avec Isabelle Nanty. Oui. Et alors, Tout est permis, c'est un documentaire qui a le mérite d'être à la fois drôle et choquant. Il y a un des experts à un moment qui dit « Oui, on a quand même affaire à des débiles ». Et c'est un peu ça, parce que c'est donc des gens qui vont perdre le permis. Il y a un témoin qui dit « Je l'ai récupéré à 11h après un stage et je l'ai reperdu à 11h20 ». Vous voyez, ça vous fait rire. Et en même temps, c'est édifiant. Qu'est-ce qui vous amène à écrire là-dessus ? C'était aussi un pari que m'étais fait avec moi-même. Je m'étais dit maintenant, je vais faire un film absolument toute seule. Donc j'ai fait le son, l'image, tout. La bagnole, c'est un truc qui est tellement avec lequel on vit tellement en symbiose tout le temps, dans la vision, dans le son, dans ce que nous transporte, etc., que je vais faire un portrait de la France à travers la bagnole. Pas une certaine France. Mais là, il y a tout le monde, là. Oui, mais c'est quand même des fous de la vitesse. Oui, mais il y a toutes les classes sociales, en tout C'est cas. vrai. Il y a des hommes, des femmes, il y a plus d'hommes. Enfin bon, moi j'ai montré pas mal de femmes aussi. Non, mais c'est plus que l'histoire de la vitesse. C'est l'hubris de l'humain, quoi. De penser déjà qu'il est mieux que les autres. De toujours penser que c'est l'autre qui a tort. Oui, il y en a un qui dit « Moi, je vais à 180, mais le danger, c'est les autres. » Oui, c'est toujours les autres, quoi. Là, le gars, il tombe en moto. Oui, mais la chaussée était huilée. Mais elle était huilée pour tout le monde. Hein. Celui qui dit « Je téléphone pas », jamais moi. Ouais, non, mais je réponds seulement. Et ça c'est pour, à mon avis, ça va vraiment toucher les gens dans 15 ans. Vous avez des dates de prédiction de Ça, ce c'est film sûr. sera à jour. Mais dans La Belle Verte aussi, on s'attaquait aux voitures et aux chauffards et tout ça. Donc, Mais la sottise, quoi. Maintenant, on en est même maintenant à quand même penser à un monde où on n'achètera pas de voitures, on les louera, on se les prêtera. Enfin, oui, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Et déjà pour les appartements, Airbnb, tous ces trucs-là, il y a une espèce de dilution comme ça, de partage dans la société qui ressemble fort à une société future. Hein. Et ça, c'est bien. Mais la sottise, quoi. Alors, comment on devient bête quand on se met dans une voiture. Hein. Et puis j'ai trouvé que les gens, les animateurs, ils étaient vachement bien. Et encore, j'ai pas pu tout monter. Il y a des trucs sur le... Parce qu'il y a des choses... Vous connaissez le test du gorille? Non, c'est quoi? On voit des gens qui jouent à la balle, et puis un il y a un gorille qui passe. Ouais, Mais il y a un faut gorille compter qui le fait nombre de 2 passes. mètres. Hein, je veux dire, comme ça, quoi. Et les gens ne voient pas. On va passer à quelques conseils plus génériques. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu pour écrire? Bon, ma mère était un écrivain formidable, mais elle n'a pas eu le temps, elle est morte avant que j'écrive mes films, donc ça, c'était pas là. Mais j'ai été quand même imbibée de son exigence d'écrivain, sur le plan de la langue aussi. Et puis, je dirais que ce qui m'a vraiment le plus formé en écriture, c'est Sand et Balzac. La puissance de narration, c'est phénoménal. Vraiment, j'ai lu et relu la comédie humaine et les œuvres de Sand, qui sont très peu connues en France. On connaît 3 bouquins de Sand. C'est un immense écrivain, admiré par les Russes, par Dostoïevski, par Turgenev, et qui est une conteuse incroyable. C'est plutôt cette culture-là que j'ai, de ces grands feuilletonistes et romanciers du 19e, avec des dialogues incroyables aussi. Balzac, il est très très fort dans les dialogues. Puis il décrivait aussi les société à travers la comédie. On y retrouve un peu la même type de structure d'histoire, fable aussi. C'est ça, il avait envie de montrer toute son époque, ça je me reconnais. Bon, après il y a le style aussi, tous les grands écrivains du 18e, Rousseau m'a énormément influencé. Choderlos de Laclos aussi pour son style. Si demain vous rencontriez un auteur qui débute, vous lui diriez « Lis ça ». Ouais, ça serait votre conseil. Lis Balzac. Déjà, commence par ça. Et si t'es flemmard de lire, écoute-le. Parce qu'il y a maintenant, énormément de livres audio qui sont bien. Tu vas dans le métro, t'écoutes ça. Et ils sont pas mal faits. Et puis, au début, dans Balzac, on écoute, on est comme ça pour savoir la suite de l'histoire. Puis quand on relit, et on saute les nids, ce que j'appelle les nids, où il décrit, parce qu'il a un vocabulaire de ouf, il n'y avait pas de photos. Donc, il est obligé d'avoir un mot pour chaque chose. Et après, on lit les nids. Cette espèce de précision proustienne presque, de détails, de comment il décortique la vie avec les mots, quoi. Mais c'est pas forcément ça pour un scénariste, ça c'est déjà quelqu'un qui aime la littérature, mais... Et puis si, ce que je dis toujours, c'est genre, lisez la Bible. Soyez athée, ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais c'est là qu'il y a les grands mythes. La Bible et les grandes mythologies, la mythologie grecque est un puits. C'est ça qui a fait les grands auteurs américains. Hein. Tout le cinéma américain, c'est des juifs allemands. Et donc, les juifs, c'est le peuple du livre. Ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur, comme nous, les protestants. Moi, je suis protestant d'éducation et c'est une culture où on nous raconte des histoires terribles, quoi. Des décapitations, des machins. C'est des grandes histoires qui parcourent je dirais, l'itinéraire humain, individuel et collectif. Donc, ça, c'est vraiment important de lire ça. La Bible et les contes aussi.
Les contes populaires, les contes de Gascogne, les contes de Bretagne, c'est fini, ça, on les lit plus, ça. Les contes de Grimm, Perrault, tout Grimm, ça. Perrault, ceux-là, oui, mais aussi il y a les recueils de contes vraiment recueillis dans les campagnes, qui sont des contes qui se disent oralement, qui ne sont pas écrits, et avec des ritournelles, justement, des gimmicks. Ça, c'est aussi des rythmes, c'est aussi une langue. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Hein. C'est ça qui m'a vraiment nourri, quoi. Et puis Chaplin, bien sûr, oui. Dans votre spectacle, vous faites dire à un dramaturge à qui l'on demande le sens de la scène, il ne doit pas y avoir de signification, c'est un acte de création dans sa forme pure. Vous croyez que ça peut arriver, ça? Parce que depuis le début, on a un peu l'impression qu'il y a du sens dans ce que vous faites. Est-ce qu'un acte de création pure, qui n'aurait pas de sens, est intéressant? Non, c'est la description d'un crétin fini que je fais là. Mais il y en a beaucoup qui ont des gros théâtres en ce moment. Hein. Et quand vous parlez de l'école, vous avez fait vos classes dans votre spectacle, vous dites que l'institutrice voulait changer la société en changeant les gosses. Est-ce qu'au final, on pourrait pas dire qu'à travers vos films, vous avez envie de changer la société en changeant les spectateurs? Oui, mais je suis très modeste vis-à-vis de ça, parce que là aussi, c'est possible que ça a un peu contribué. Et je ne nie pas l'importance de la création et de l'art dans la transformation du monde, mais le monde se transforme par les petites gens aussi, et beaucoup plus douloureusement pour eux que pour nous. On contribue, et ce que je dis aussi, je ne sais pas si je l'ai dit dans le spectacle, mais pour moi, tout le monde est créateur. Il n'y a pas de hiérarchie dans la création. Moi, je suis née avec ces dons-là. Les dons sont distribués comme ça au hasard chez les gens. Vous avez une question d'éducation, de ceci, de milieu social. J'ai eu la chance d'être dans un milieu où on n'avait pas de fric, donc ça me rend très très proche des gens sans fric. Et puis, je peux converser très facilement avec un président de la République parce que je pense qu'il connaît moins de trucs que moi, si ça se trouve. Donc, je m'en fous complètement de tout ça. La hiérarchie sociale, je m'en fous. Mais par contre, je me fous pas de les petites gens, ceux qui sont bénévoles dans les assos, qui tiennent la France debout, ceux qui sont qui envers et contre tout, malgré tous les obstacles, continuent à faire du bio, bien. Ce que je dis toujours, un mec dans un taxi qui pendant une demi-heure vous rend bien heureux, déstressé, c'est un artiste, le gars. Et vous dans un bistrot, ou je veux dire, voilà, pour moi il n'y a pas de hiérarchie, et ça c'est important. Alors j'ai contribué à ma manière, mais dans une société qui de toute façon avançait sans moi et qui avancera sans moi ou avec moi, mais ne soyons pas, restons modestes, quoi. On contribue. On apporte des choses, mais et ça peut être des grandes choses, mais c'est pas nous qui changeons la société. Elle change, c'est une espèce d'énorme fleuve, la société qui avance quoi qu'il arrive. Ça me paraît être un bon mot de la fin. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Colline. Voilà, j'étais bavarde. Hein. Ah bah, c'est tant mieux pour nous. On était super. C'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à écrire. On espère que vous avez passé un bon moment avec notre invité, qu'on remercie chaleureusement pour son accueil, son temps et sa générosité. Un grand merci aussi à Baptiste Depoix pour avoir permis cette rencontre. On vous invite à découvrir la belle histoire de Colline Serrault sur scène, au Théâtre Michel à Paris, tous les lundis jusqu'au 11 décembre, et sans doute en tournée par la suite. Vous y découvrirez des souvenirs de vie, des anecdotes de carrière, des secrets de tournage, des extraits inédits de ses spectacles avec de magnifiques moments de cirque ou de hip-hop, et des lectures extrêmement drôles de scènes issues du scénario de son prochain film. Pour ne rien manquer des actualités du podcast, et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi. Chaque vendredi, donc, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cet épisode. Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux c'est de parler de La Machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements, c'est très utile pour nous. Pour finir, nous vous remercions de votre fidélité et de vos messages qui nous font toujours plaisir, et on vous dit à bientôt.